Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format que vous propose le 21 du LabCD, le podcast du 21. Je suis Lise Brunet, doctorante et membre du 21, ici pour vous guider au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission, ici au 21 du LabCD, est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous inviterons un chercheur du laboratoire pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour inaugurer ce premier épisode, nous avons la chance d'accueillir Alex de Carvalho, maître de conférences au laboratoire et spécialiste de la question de l'apprentissage du langage oral chez l'enfant. Alors Alex, déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous parler un petit peu de ton champ d'expertise et de la nature de tes recherches? Ok, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alex de Carvalho. Je suis donc, comme Lise a très bien dit, maître de conférence ici au laboratoire. Donc, je travaille à l'université Paris-Cité et je développe mes recherches ici au LabCD. Et donc, au LabCD, nous sommes des chercheurs divers et variés sur plusieurs thématiques différentes qui concernent le développement de l'enfant. Donc moi-même, je m'intéresse plus particulièrement à l'apprentissage du langage, donc notamment le langage oral, donc quels sont les mécanismes que les jeunes enfants vont utiliser dès la naissance jusqu'à, on va dire, l'âge d'environ 5-6 ans pour apprendre à parler. Et plus tard, comment cet apprentissage du langage parlé pourra impacter aussi le développement de l'enfant à l'école. Donc, par exemple, lorsqu'ils vont commencer à apprendre à lire, mais plus généralement, la réussite scolaire dans le sens large, parce que vous savez toutes et tous qu'un enfant qui apprend à lire va ensuite commencer à apprendre d'autres matières à l'école via la lecture. Donc, c'est comme ça que notre système scolaire fonctionne et on a des tonnes et des tonnes de recherches qui vont montrer que cet apprentissage de la lecture va dépendre avant tout de comment l'enfant a appris le langage oral à la maison. Donc, on essaye ici de décrypter les petits mécanismes qu'ils utilisent pour mettre en place cet apprentissage. Bien évidemment, l'enfant est né avec quelques prédispositions innées pour apprendre le langage, mais on sait que la nature de l'environnement va aussi impacter beaucoup cet apprentissage-là. Donc, même si on est toutes et tous nés avec le même cerveau, la qualité d'interaction qu'on va avoir dans notre environnement va aussi jouer un rôle dans le développement de ce cerveau. Et donc, c'est un peu le grand défi de nos recherches, c'est d'essayer à la fois de comprendre comment ça marche par défaut, mais plus tard, comprendre un peu mieux quelles seront les sources d'inégalité ou de différences entre les individus dans ces types d'apprentissage. Ok, eh ben, tu nous parlais justement de l'acquisition du langage oral chez le jeune enfant. Justement, quels sont les prérequis de l'acquisition du langage oral? Alors, le prérequis, je dirais que c'est donc bien évidemment être en bonne santé, hein, donc un enfant qui pourrait malheureusement venir avec des difficultés, par exemple d'audition, pourrait avoir une difficulté d'apprentissage du langage oral. Ça ne veut pas dire que si on est sourd, on ne peut pas apprendre le langage, parce qu'on a le langage de signes, mais il faudrait encore faut-il qu'on soit exposé à ce langage de signes-là. Donc, dans une famille où les parents ne parlent pas le langage de signes, ça pourrait poser problème. Donc, mais si ils sont exposés à ce langage-là, ça ne posera pas de soucis en particulier. Mais donc, le prérequis, c'est être en interaction avec d'autres personnes qui parlent. Donc, c'est le prérequis indispensable. Et bien évidemment, être en bonne santé, donc ne pas avoir un déficit particulier pour l'apprentissage, donc avoir un cerveau en bonne forme. Donc, s'il faut parler de prérequis, ce serait plutôt ça, à être exposé à des personnes qui parlent. Nous avons des recherches qui montrent que, par exemple, bien qu'on soit né avec une prédisposition innée à apprendre le langage, si pendant les premières années de notre vie, on est privé d'interaction langagère, donc par exemple, on peut penser au cas des enfants sauvages qui ont été par exemple isolés de la société pour des raisons diverses et variées, bien évidemment, ils vont avoir des difficultés à apprendre le langage plus tard s'ils perdent cette fenêtre temporelle idéale pour l'apprentissage du langage. Donc, je me suis perdu. Donc, il faut être exposé à des personnes qui parlent. Ça, c'est le prérequis indispensable et avoir beaucoup d'interactions avec nos enfants. Donc,
je suis sûr qu'on abordera ça plus tard, mais lire des histoires aux enfants, c'est très important. Avoir une discussion avec eux, c'est très important. Poser des questions, attendre des réponses, et bon, on pourra en parler plus en détail. Oui, alors pour revenir sur quelque chose d'assez général et pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément spécialistes de cette question de l'apprentissage et du développement du langage, est-ce que tu pourrais rapidement nous résumer un petit peu les étapes de développement du langage chez le bébé, chez l'enfant? Oui, donc imaginez tout simplement ce qui va se passer avec un enfant qui vient d'arriver dans notre monde et qui ne connaît pas forcément sa langue parce que à la naissance, les enfants ne connaissent pas encore tous les mots qui composent la langue française, tous les sons qui composent la langue française. Donc ils vont devoir passer un peu de temps à comprendre déjà quels sont les sons qui composent cette langue. Donc, ça va qu'en français, nous avons certains sons comme A, B, C, D, voilà. Donc, les voyelles, les consonnes. Donc, on sait que les tout petits enfants, à la naissance, ils sont déjà capables de reconnaître, par exemple, le contour d'intonation qui est typique à leur langue maternelle. Donc, la langue de leur environnement. Comment ont-ils pu reconnaître ça? Comment un enfant français, par exemple, sait que la langue française a un rythme, donc une petite intonation plus familière que la langue américaine ou donc la langue anglaise ou par exemple le portugais du Brésil? Eh bien, c'est que la recherche montre, c'est qu'à partir du moment où le fœtus a développé donc son appareil auditif, il commence à être capable déjà de percevoir quelques sons, donc dans le ventre de la maman. Ça veut dire que nous avons une perception déjà de sons avant la naissance. Mais attention, cette perception, elle est encore très rudimentaire. C'est qu'un enfant, un bébé peut entendre dans le ventre de la maman, c'est à peu près ce que nous, on pourrait entendre quand on est, par exemple, au fond d'une piscine et qu'on entend des gens qui parlent à l'extérieur. Donc, on va entendre c'est pas très clair, n'est-ce pas? Mais ça nous permet quand même de reconnaître quel est le plus souvent entendu par notre maman. Et donc, quand on est né, si on nous expose à ce qui était très familier ou en qui est moins familier, bah, du coup, le bébé, il a tendance à être plus attentif à l'intonation qu'il entendait avant. Et on peut après jouer avec les paramètres. Donc, par exemple, on peut tester s'ils entendaient le petit générique d'une série que la maman regardait pendant les dernières semaines de grossesse par rapport à un autre générique d'une série qu'elle ne regardait pas. Et on va comprendre que oui, ils ont déjà une familiarité avec ces génériques-là. Donc, la toute première étape, ça serait une reconnaissance de quelques contours d'intonation, tout simplement. Après, ils vont avoir beaucoup de boulot. Donc, ils vont devoir comprendre quelles sont les voyelles de leur langue, quelles sont les consonnes, comment elles sont combinées ensemble. Ils vont devoir trouver les frontières entre les mots. Vous savez, nous, quand on est né, on n'a aucune idée de où commencent les mots, où terminent les mots. Si vous voulez savoir à peu près ce que ressent un bébé quand il arrive et qu'il ne connaît pas le début, la fin ou quels sont les mots d'une langue, imaginez ce que vous ressentez quand vous entendez une langue, par exemple, que vous ne connaissez pas. Donc si, admettons que les spectateurs et les auditeurs, auditrices du 21 du Lapsidé ne parlent pas le portugais du Brésil, si je commence à vous parler dans cette langue-là et je dis « Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, eu adoro falar de ciência e de falar de linguagem », vous allez me dire « Bonjour ». N'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de quels sont les mots que j'ai utilisés dans tout ce que je viens de dire. Tout ce que vous avez entendu, c'est de blablabla, n'est-ce pas? Donc l'enfant, il est face au même problème. Il entend des gens qui vont dire « Oh mon chéri, t'es trop mignon et t'es gentil ». Ok, mais comment il va savoir que là-dedans, il a « Oh mon chéri, t'es tout mignon ». Donc, il va mettre en place quelque chose que notre cerveau fait très très bien, qui est un calcul de probabilité statistique. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. En fait, l'oreille d'un enfant ou tout être humain est capable de calculer des statistiques sur tout ce qui se passe dans son environnement. Et avec les sons, ils vont tout simplement commencer à remarquer quelles sont les suites les plus fréquemment utilisées dans le langage qu'ils entendent. Et c'est grâce à ça que très tôt, ils vont reconnaître les mots qui sont très fréquents dans leur environnement. Donc, par exemple, ils connaissent déjà maman, gâteau, papa, biberon,
Pourquoi ils connaissent ça? Parce qu'on utilise ces mots-là quasiment tous les jours dans le quotidien d'un enfant. N'importe quel étranger qui arrive en France aujourd'hui, qui n'a aucune idée de quels sont les mots en français, au bout d'une semaine, s'ils sont exposés à du français régulièrement, ils peuvent vous poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire ça va? Qu'est-ce que ça veut dire salut? Pourquoi ils nous posent cette question-là? Parce que ce sont des mots extrêmement fréquents et qui remarquent très rapidement, n'est-ce pas, avec quelques jours d'exposition à la langue française. Donc le bébé, il fait pareil. Très tôt, il va commencer à calculer la fréquence d'apparition des mots et aussi la fréquence d'apparition de suite des syllabes. Donc c'est grâce à ça qu'ils vont savoir que par exemple, ga plus to, ça peut faire un mot en français, donc ça fait gâteau. Mais par contre, je ne sais pas, to plus feu, c'est pas forcément un mot, n'est-ce pas? Donc avec cette information, ils peuvent aussi décider où est-ce qu'ils vont mettre la frontière entre les mots. Donc si je vous demande par exemple en tant que locuteur natif du français, est-ce que B plus A, ça peut faire une syllabe en français? Vous allez tous me dire oui, il y a bas, on peut dire bateau, on peut dire balançoire, etc. Mais si je vous demande est-ce que, je ne sais pas, que plus le K plus F, ça peut faire une syllabe en français? Kf. Vous allez me dire non. Si je demande est-ce que R plus L, ça peut faire une syllabe en français? Rl. Vous allez dire non. Et pourtant, on entend quand même dans certaines phrases R et L qui vont se suivre. Donc si je dis par exemple, je ne sais pas, dans l'histoire, il avait une gazelle rapide, il y a la fin de gazelle et le début de rapide. Et là, entre L et R, vous n'allez pas penser que c'est en même mot, n'est-ce pas? Grâce à votre oreille et votre capacité de calculer des statistiques que deux phonèmes puissent se suivre. Donc les enfants font ça aussi très tôt. Et donc, une fois qu'ils reconnaissent déjà quelques mots et qu'ils sont capables de faire des statistiques, ils vont apprendre de plus en plus de mots. Ils vont aussi reconnaître les contextes dans lesquels les mots peuvent apparaître, n'est-ce pas? Et ils vont aussi calculer quelque chose qu'on appelle la grammaire. Donc, c'est être capable, je ne sais pas, si je vous donne une phrase avec des mots que vous ne connaissez pas. Donc, par exemple, si je dis la bamoul dorip lo perdo. Vous ne connaissez pas forcément Bamoul, Dori, Pirdou, mais vous dites, ah, la Bamoul, c'est quelqu'un ou quelque chose, elle a doripé le pauvre Pirdou. Donc vous avez une idée de qui est l'agent, qui est le patient de l'action, qui est le verbe, n'est-ce pas? Et les enfants font ça aussi. Nous, on s'amuse à inventer des mots pour tester comment ils apprennent, mais en réalité, il y a plein de mots qui existent vraiment en français et dont ils ne connaissent pas forcément le sens. Et donc, le mécanisme qu'ils utilisent, c'est le même. Des fois, pour nous, on va utiliser, je ne sais pas, table dans certaines phrases et peut-être que l'enfant ne connaît pas encore ces mots-là. Donc, du coup, comment il va l'interpréter? Exactement comme quelqu'un d'autre qui aurait interprété dorip. Vous voyez? Donc, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas encore, mais ils vont essayer de deviner le sens de ces mots en fonction du contexte dans lequel ce mot est apparu. Donc, voilà, je dirais que les grandes étapes, c'est comprendre les sons, apprendre les mots et ensuite arriver à former des phrases, donc combiner des mots plus d'un mot ensemble pour former des petites phrases. Donc, c'est les grandes étapes de l'apprentissage du langage. Après, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est déjà pas mal pour commencer qu'un enfant puisse comprendre quels sont les sons qui existent dans sa langue maternelle et comment il forme des mots avec ces sons-là et plus tard, comment ces mots vont former des phrases. C'est déjà pas mal, effectivement, et tu nous montres que les bébés et les jeunes enfants ont déjà des compétences assez extraordinaires, hein. Tu nous parles de statistiques, et justement, toi qui travailles beaucoup avec le bébé, mais comment on fait pour travailler avec le bébé en psychologie? Comment tu étudies un petit peu le développement du langage chez le bébé qui n'a pas encore le langage? Alors, le grand défi qu'on a en tant que chercheur quand on s'intéresse au bébé, c'est que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne peuvent pas nous raconter ce qu'ils savent ou pas, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas arriver vers un enfant de 1 an et dire « Hey, est-ce que tu connais le mot pomme ?» N'est-ce pas? Il me dira rien du tout. Donc, nous sommes confrontés à un être humain qui a déjà pas mal de connaissances, mais qui ne parle pas parce qu'il ne connaît pas sa langue, mais parce qu'il a encore des contraintes articulatoires. Donc, l'appareil phonatoire doit se développer et ça met un petit peu de temps pour que ça se mette en place. Mais bien avant de commencer à parler, un enfant comprend déjà beaucoup de choses.
Et donc, comment savoir qu'est-ce qu'il comprend ou pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous raconter vraiment de façon très explicite ce qu'ils connaissent ou pas. Donc, nous, on va essayer de se fier à des comportements spontanés et naturels des enfants. Donc, par exemple, avec les tout petits enfants, les nouveau-nés, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser? Donc, par exemple, il y a une technique expérimentale qui a été développée en France par un chercheur qui s'appelait Jacques Meller dans les années 80, qui était une petite tétine, donc une tétine comme n'importe quel enfant pourrait l'avoir, qui est connectée à une espèce de micro d'un ordinateur, d'accord, qui va capter tout simplement la fréquence de succion que fait l'enfant sur la tétine à chaque fois qu'il entend certaines choses dans l'environnement. D'accord? Et on sait que le nourrisson a deux capacités spontanées pour téter. Donc, il va téter quand il a faim, mais il va aussi téter quand il est très intéressé par quelque chose qui se passe dans son environnement. C'est pour ça qu'on voit des bébés qui font, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il y a un stimuli nouveau qui apparaît. Donc, ça peut être la voix de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est arrivé, ça peut être une musique, ça peut être voilà, plein de choses. Donc, on sait que plus ils sont intéressés, plus ils vont téter. Mais si cette information commence à devenir récurrente, donc on répète la même information plusieurs fois, le bébé va téter de moins en moins. Donc, on va voir qu'il va perdre l'intérêt pour cette chose-là. Et donc, c'est génial. Puisqu'ils font ça, et si je veux savoir, par exemple, est-ce qu'un bébé connaît la différence entre, je ne sais pas, la syllabe ba et pa. Pour tester ça, je l'expose dans un premier temps à des suites de syllabes ba, donc il va entendre ba, 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 et je vais attendre que son degré d'attention se réduise, donc la succion de la tétine se réduise. Et puis au moment où je commence à voir qu'il s'ennuie, qu'il va presque s'endormir tellement il n'a plus envie d'entendre ça, je change, je passe à pa. Donc je vais ba, 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 pa, pa, pa. Si au moment où on est passé de ba à pa, je remarque une différence dans le comportement du bébé, bah, je sais qu'il a remarqué la différence. En revanche, si pour lui c'est toujours la même chose, donc il va continuer à associer de moins en moins la tétine. Donc voilà, on va utiliser un comportement spontané de l'enfant pour poser des questions derrière pour savoir s'ils sont capables de distinguer une information plutôt que l'autre. Mais il y a d'autres techniques encore qu'on peut utiliser. Donc on a par exemple l'électroencéphalographie. Donc c'est tout simplement des petites éponges comme des capteurs qu'on va poser sur la tête d'un bébé. Pourquoi? Parce qu'on sait que le cerveau fonctionne avec l'électricité, donc les neurones qui se connectent entre eux vont déclencher une petite activité électrique. Et donc, je peux poser ces petites éponges sur la tête d'un enfant, savoir quelle est l'activité cérébrale pendant qu'ils entendent une certaine chose. Et puis après, je peux soit faire un changement d'information et voir si l'activité cérébrale change, ou alors je peux, par exemple, je ne sais pas, surprendre un enfant en mettant quelque chose qui doit être contradictoire par rapport à une connaissance qu'ils doivent avoir, et je vais voir si l'activité cérébrale change ou pas. Donc ça aussi, c'est une technique non invasive et complètement en direct, mais qui nous permet de savoir si le bébé est capable de distinguer deux informations ou de comprendre ou pas les choses qu'on les présente. Et puis, il y a le regard. Un enfant regarde aussi, et il regarde les choses qui les intéressent. Et donc, si je veux savoir, par exemple, est-ce qu'il connaît certains mots, est-ce que l'enfant de 12 mois connaît le mot pomme? C'est très simple, je mets, je ne sais pas, une pomme, une image d'une pomme d'un côté d'un écran, une image, je ne sais pas, d'une banane de l'autre côté, et je dis, oh, regarde la pomme, ou oh, regarde la banane. Et ce que je vais faire, c'est voir tout simplement où est-ce qu'il regarde. Si au moment où il a entendu pomme, je vois qu'il passe plus de temps à regarder l'image de la pomme plutôt que l'image de la banane, je vais pouvoir comprendre que cet enfant, en réalité, comprend ce mot-là. Sinon, il n'aurait aucune raison de regarder cette image plus que l'autre, n'est-ce pas? Et inversement, quand il entend banane. Donc, du coup, on peut utiliser le regard de l'enfant, l'activité de son cerveau, l'intérêt, donc la succion non nutritive, donc plusieurs techniques différentes à chaque fois pour prendre un comportement naturel de l'enfant et essayer de traduire ça dans le contexte expérimental. Et donc le défi, c'est ça, c'est d'utiliser n'est pas fâcher les enfants. Hein. Donc, il ne faut pas qu'ils en aient marre de participer à nos études. Il ne faut pas qu'on fasse des expériences qui ne sont pas intéressantes pour eux, qui ne sont pas sympas pour eux, qui ne passent pas un bon moment quand on leur pose des questions. Donc
Le défi est à construire des expériences qui sont quand même sympathiques pour les enfants, mais qui peuvent aussi nous informer sur les mécanismes d'apprentissage qu'ils utilisent, et tout en utilisant le comportement naturel de l'enfant. Je pense que tout chercheur est confronté à ça quand on travaille avec des jeunes enfants, surtout que des fois, en fonction de l'âge, ils sont attentifs que pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et on n'a que cette petite fenêtre de temps pour poser la question qui nous intéresse et ensuite essayer de dresser nos conclusions à partir de ce comportement-là. Et justement, pour pouvoir réaliser ces études avec les bébés, tu as à l'initiative du Baby Lab, hein, au laboratoire, une pièce spécifique où on peut accueillir les bébés avec leurs parents pour pouvoir réaliser les études. Donc peut-être qu'on aura l'occasion, tu auras l'occasion peut-être de nous présenter hein, ce Baby Lab pour le 21. Alors j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit au début du podcast et qui est très intéressant, hein, qui est l'influence un peu de l'environnement sur le développement du langage de l'enfant. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus quels facteurs entrent en jeu, du coup, quels facteurs environnementaux, sociaux, économiques peuvent influencer justement le développement du langage chez le jeune enfant? Alors, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer l'aisance qu'un enfant peut avoir dans la compréhension du langage et aussi dans l'envie de parler. Donc, c'est que dit la recherche, donc il y a par exemple des différences socio-économiques. On peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Les différences socio-économiques, ça peut venir, je ne sais pas, des revenus des familles. Donc, on peut avoir des familles qui ont plus d'argent et des familles qui ont moins d'argent et on peut essayer de comprendre quel sera l'impact de cet argent dans le développement des enfants. J'aime pas trop. Maintenant, on peut parler du niveau d'éducation des parents. C'est-à-dire, je peux prendre des parents qui ont, je sais pas, plus d'années d'études et des parents qui ont moins d'années d'études et on peut voir qu'est-ce qui va se passer dans le développement de l'enfant. Peut-être parce que les parents qui ont le plus d'années d'études vont peut-être avoir accès à des informations ou à un environnement peut-être plus stimulant que des parents qui ont moins d'années d'études. Non, en fait, c'est pas l'environnement qui va changer, mais c'est peut-être les opportunités de travail. Peut-être que les familles qui ont fait plus d'années d'études vont avoir des salaires plus importants parce qu'ils vont obtenir des postes plus importants que des familles qui ont fait moins d'années d'études. Encore faut-il comprendre comment tout cela peut réellement se traduire dans des différences dans l'environnement d'un enfant. C'est que donc chaque chercheur va plutôt se focaliser sur certains aspects plutôt que l'autre. Donc par exemple, une chose qu'on sait, c'est que souvent les familles qui ont eu accès à une éducation plus importante ont tendance à avoir plus de livres à la maison et quand ils ont plus de livres à la maison, ils racontent plus d'histoires aux enfants. Donc ça donne lieu à des enfants qui vont avoir un vocabulaire plus riche. Parce qu'ils ont entendu plus de mots, parce que les parents ont raconté plus d'histoires. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout simplement faire des phrases très courtes où on donne des ordres aux enfants, mais ils auront tendance à développer un peu plus ce qu'ils disent. Et on a des études qui vont montrer que plus un enfant entend du langage, plus on parle avec les enfants, plus ils apprennent de mots. Et donc, du coup, il y a un impact du milieu socio-économique dans le développement du langage chez les enfants. Plus ils viennent de familles favorisées, donc c'est-à-dire avec des parents qui ont fait plus d'années d'études, qui ont des meilleurs revenus, qui habitent dans des quartiers où il y a accès à la culture plus facilement, ces enfants-là ont tendance à avoir un meilleur vocabulaire et plus de connaissances de mots que des enfants qui viennent des familles moins favorisées. D'accord? Mais on sait aussi que l'argent ou le milieu ne fait pas tout. On peut venir d'une famille moins aisée économiquement et néanmoins réussir très bien sa vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc, on va voir, par exemple, quand on s'intéresse uniquement en échantillon des familles moins favorisées, par exemple économiquement, que même à l'intérieur de cet échantillon, on va aussi trouver beaucoup de disparités entre les enfants.
Et là-dedans, on va comprendre que on peut venir d'un milieu socio-économique défavorisé, mais quand même avoir une routine de jeu avec les enfants, même si on a très peu de choses dans la maison. Il y a des parents qui ont tendance à parler plus que d'habitude avec les enfants, s'engager dans des activités avec eux, lire des histoires, etc. Et c'est ça qui permet de développer le vocabulaire d'un enfant. Vous voyez, il y a beaucoup de différences. Quand on dit il faut parler aux enfants, euh, tous les parents pensent qu'ils parlent déjà aux enfants. Donc, ils comprennent pas pourquoi il faut parler encore plus ou comment il faudrait faire. Et on a un vrai défi à transmettre cette information. Donc, une chose qu'on aime bien faire au laboratoire, mais aussi dans d'autres laboratoires au monde, c'est pouvoir traduire les connaissances qui viennent du domaine scientifique à la société. Donc, c'est de dire, OK, on va prendre maintenant toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites dans le domaine du développement du langage chez les enfants, tous les contextes qui ont été identifiés comme étant les meilleurs pour développer le langage, et on va essayer de montrer ça maintenant à tous les parents ou toute personne qui interagit avec les enfants, ou par exemple aux enseignants au sein de l'école, pour qu'ils puissent récréer ces contextes-là dans l'environnement d'un enfant. Et c'est ça qui va donner lieu à un enfant qui connaît plus de langage ou qui est plus à l'aise pour s'exprimer, pour comprendre les consignes qu'on lui donne et plus tard pour apprendre à lire. Et donc, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais tu demandais quels sont les facteurs. Donc, je pense que la quantité d'exposition au langage est importante. Donc, plus on parle en enfant, plus ça va leur permettre, par exemple, de comprendre quels sont les mots plus fréquents. Mais comment vont-ils savoir quels sont les mots plus fréquents dans leur langue, par exemple, si ils entendent très peu de langage? Ils n'ont pas assez d'éléments pour calculer la fréquence de façon très fiable. Si ils entendent pas toute la variété de sons que nous avons dans la langue française, ils seront pas forcément sûrs de tous les sons qui existent ou pas dans notre langue, n'est-ce pas? Donc, la quantité d'informations va être importante. Mais il faut pas oublier la qualité de cette interaction. Il y a une différence énorme entre parler aux enfants et parler avec les enfants. Quand on dit il faut parler plus aux enfants, il y a des personnes qui pensent que si on dit à l'enfant, bah viens, va te laver, va manger, viens ici, arrête de faire ça, arrête de faire, c'est déjà parler. Oui, mais c'est pas parler avec les enfants. Ça ne demande pas une réponse. C'est pas une question. C'est pas un vrai dialogue qui a établi avec l'enfant. Et ce que vont montrer les recherches, c'est que plus on interagit vraiment en deux à deux avec un enfant, c'est-à-dire on pose une question, on vérifie qu'il a bien compris, on attend une réponse, on commente sur ce que l'enfant a dit, on va au-delà, on donne plus d'exemples, on rajoute quelque chose pour continuer la discussion. C'est ça qui fait développer le vocabulaire de l'enfant, mais aussi son cerveau. Donc, ça permet de créer plus de connectivité entre les régions du langage, par exemple. Et donc, ces douettes-là d'interaction entre enfants et adultes, il est extrêmement important. Et c'est un défi de créer plus d'interactions comme ça dans le quotidien. Donc, juste être là, avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de son enfant, mais ne pas trop interagir avec lui, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc parler aux enfants et développer leur vocabulaire, c'est fondamental, aussi pour, l'entrée dans les apprentissages, hein, pour l'entrée, Complètement. dans la lecture. Hem, Donc, lire des histoires, avoir des routines de jeu avec eux, jouer avec les enfants, chanter, raconter des histoires. Il y a même des recherches qui montrent que même à 9 mois, vous voyez, on pense qu'un bébé ne comprend rien à 9 mois parce qu'il parle pas, il bouge pas, il est là, donc il pleure, hein, mais je veux dire, c'est pas... on a des recherches qui ont montré que les mamans qui lisent plus d'histoires aux enfants, même déjà à 9 mois, sont les mêmes mamans qui ont un enfant qui connaît plus de mots à l'âge de 3 ans. Et on pourrait imaginer qu'à 9 mois, un enfant ne comprend pas ce qu'on est en train de lui raconter. Eh bien, ou si quand même, ça permet de les aider à faire l'entrée au langage. On sait, je sais plus, un autre jour, j'ai regardé une émission où il y avait un pédopsychiatre qui disait, en France, nous avons un grand défi. Maintenant, c'est une difficulté énorme, c'est que nous avons par exemple des enfants qui arrivent en crèche et qui ne connaissent pas beaucoup de mots. Et ces enfants-là sont dans une espèce d'insécurité parce qu'ils sont complètement terrifiés du fait qu'ils connaissent pas beaucoup de mots,
de toutes les interactions qui ont lieu au sein de la crèche. C'est vrai. Comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui arrivent avec 200 mots et d'autres qui arrivent avec, je sais pas, 600 mots? Donc, ça donne pas lieu au même comportement parce que l'enfant qui a que 200 mots, comme il n'arrive pas à s'exprimer, comme il n'arrive pas à comprendre tout ce qu'on lui dit, bah, peut-être il va plus souvent pleurer, il va être plus angoissé, il va être moins à l'aise à la crèche avec les autres personnes qu'un enfant qui arrive avec plus de mots. Et donc, tout cela a lieu même avant qu'ils arrivent dans le système scolaire. Ah, pardon, Aucun souci, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, il y a déjà des différences très importantes hein, en termes de vocabulaire, déjà dès l'entrée en maternelle. Et justement, c'est que l'importance du langage oral pour ensuite l'entrée dans le langage écrit et ensuite, qui va être fondamentale ensuite pour tous les autres apprentissages. Et justement, quand on a un enfant qui a un retard de langage, bah, quels sont les impacts que ça va pouvoir avoir ensuite sur le reste de ses apprentissages et quelles sont les causes aussi possibles d'un éventuel retard de langage? Alors, donc moi, je suis pas un orthophoniste, donc je suis pas un spécialiste des troubles. Je travaille plutôt en recherche fondamentale sur le développement normal. Donc, je peux vous dire seulement ce qui se passe quand ton enfant est en bonne santé. Il n'a pas forcément de troubles spécifiques de l'apprentissage du langage, mais il a peut-être moins de connaissances sur sa langue qu'un autre enfant qui est aussi en bonne santé, mais qui est peut-être plus stimulé que lui. D'accord? Donc, ces enfants-là, souvent, ce qu'on va observer, c'est plus de difficultés d'entrée en lecture, moins bonne compréhension des textes qu'ils lisent, moins bonne compréhension des consignes qui sont données par la maîtresse, moins bonne capacité de socialisation, parce que s'ils connaissent pas tous les mots, bah ils sont peut-être pas très à l'aise pour interagir avec d'autres camarades au sein de l'école. Et si on ne fait rien du tout, ces difficultés ont tendance à perdurer dans le temps. On pourrait imaginer, oui, c'est pas grave, il est arrivé à 3 ans à l'école, il connaissait très peu de mots, mais avec le système scolaire, il va se rattraper. Pas vraiment. Il progresse. Heureusement, l'école joue quand même son rôle. On sait que tous les enfants vont apprendre de plus en plus de choses à l'école et que donc il y a quand même une courbe plutôt linéaire dans la progression des enfants. Mais la progression n'est pas la même si on a commencé déjà à un niveau plus faible. Donc en gros, imaginez que un enfant pour qui tout va bien, qui a des connaissances plutôt dans la moyenne pour les enfants de son âge, va passer de, je sais pas, va avoir une progression de 10% de connaissances en plus tous les ans. Ça, c'est juste un chiffre comme ça pour illustrer mes propos, hein. Donc, on passe de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50. OK. Un enfant qui commence avec des difficultés, il va progresser, mais peut-être qu'il va passer de 5 à 7, de 7 à 9, de 9 à 11. Donc, c'est beaucoup plus lent et une progression beaucoup moins importante qu'un enfant qui n'a pas eu ces difficultés-là au démarrage déjà. Donc, tout le défi, c'est de lutter contre ces inégalités le plus tôt possible pour éviter que les conséquences soient très néfastes plus tardivement. Et surtout pour l'apprentissage de la lecture. Parce qu'après, le système ne s'arrête pas. Vous voyez, un enfant qui a des difficultés de lecture en CP, en CE1, on va pas forcément s'arrêter parce qu'il a encore du mal. Donc on va continuer, et du coup, c'est pour ça que ces disparités ont tendance à perdurer dans le temps si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'intervention possible. Et justement, quelles sont les interventions qui sont possibles? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre ces inégalités, notamment au niveau du développement du Donc langage? déjà, augmenter la fréquence d'exposition aux interactions langagières. Donc parler plus avec les enfants, donner des exemples, y stimuler davantage, lire des livres, montrer des images, commenter sur ce qui intéresse l'enfant, par exemple, trouver des choses qui sont pertinentes. Donc on sait par exemple que les enfants prennent le goût pour la lecture si les histoires qu'on lise à la base sont des histoires qui les intéressent. Parce que si on commence à lire des histoires qui sont complètement déconnectées de la réalité de ces enfants, ils auront peut-être du mal à s'intéresser pour ces choses-là, ou même se comprendre comme, se voir comme des futurs lecteurs par la suite.
Il y a par exemple des fois des enseignants qui me disent oui, mais bon, les enfants ils détestent les bouquins. Mais on a d'autres moyens de travailler, par exemple la lecture. Donc, par exemple, vous pouvez faire un jeu de société où, pour avancer dans le jeu, il faut lire des petites cartes qui expliquent les règles ou qui racontent une petite histoire sur la suite du jeu. Et à ce moment-là, ils sont forcés de lire parce qu'ils s'intéressent par le jeu et ils vont tout néanmoins travailler quand même ces capacités de lecture. Donc, faire plus de jeux de langage, lire plus d'histoires. Euh, il y a beaucoup de débats sur le rôle des écrans, n'est-ce pas? Est-ce que un écran est bénéfique ou pas? Est-ce que ça peut provoquer des problèmes pour le développement de l'enfant? La réponse est oui. Bien évidemment, ça peut causer des problèmes si l'usage qu'on fait est un usage complètement inapproprié pour un enfant. C'est-à-dire, si un enfant est privé d'interaction sociale avec des adultes ou des jeux ou de sortir de sa maison, d'aller se développer dans des contextes naturels pour rester face à un écran de façon complètement passive, sans aucune interaction et avec un contenu pas intéressant du tout, voilà. Donc, bien évidemment, l'impact pour le développement de l'enfant sera terrible. Par contre, si l'écran est là et qui permet, par exemple, aux parents d'avoir une discussion avec l'enfant sur ce qui est en train de se passer à la télé, ça permet aux parents, par exemple, de donner, de parler de quelque chose qu'il n'aurait pas forcément eu l'occasion de montrer à l'enfant dans son environnement quotidien. Donc, je sais pas, des fois, on peut voir des léopards à la télé, on peut commenter sur ça et on peut dire aux enfants, ben, tu as vu mon chéri comme il est énorme et le bruit qu'il fait et dans quelle situation il vit et comment il fait pour manger, comment tout ça c'est une richesse. Donc les livres ont aussi ces rôles-là, mais des fois la télé elle peut aussi nous aider. Donc si on arrive à engager une interaction avec l'enfant face à la télé dans ce contexte-là, si on utilise un contenu qui est intéressant pour l'enfant, qui est approprié pour son âge et qui permet aux parents de enrichir la qualité de l'interaction avec eux, là la télé ou l'écran pourrait avoir un rôle bénéfique. Donc, il faut garder ces choses-là en tête aussi. Oui, effectivement, c'est vrai on entend beaucoup ce discours hein, très néfaste autour des écrans. Et effectivement, c'est vrai que l'usage dont on fait des écrans a une grande importance. Et autre chose qu'on entend beaucoup aussi concernant le développement du langage, c'est que ce serait beaucoup plus difficile d'apprendre une langue étrangère à l'âge adulte que pendant l'enfance. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est même la raison pour laquelle j'ai décidé de me spécialiser dans ces domaines, parce que quand j'ai été confronté moi-même à l'apprentissage d'une langue étrangère à l'âge de, je sais pas, 19 ans, je remarquais que je galérais, hein, donc j'avais beaucoup de difficultés, j'avais un accent très prononcé, je me trompais beaucoup dans les mots que je produisais, j'arrivais pas forcément à retenir le sens de tous les mots que je lisais dans le dictionnaire, et je me demandais comment c'était possible, alors que à 19 ans, en étant quasiment en adulte déjà, j'avais des difficultés, alors qu'un enfant de, je sais pas, 4-5 ans qui part vivre aux États-Unis, au bout de un an ou deux, il parle comme un natif. Oui, ben, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Pourquoi lui, il peut apprendre très facilement et moi, je fais plein d'erreurs. Et donc, on apprend que l'enfance, pendant l'enfance, nous avons plus de plasticité neuronale pour développer nos apprentissages. Donc, c'est l'âge des apprentissages. L'enfance, on apprend à parler, on apprend à faire nos lacets, on apprend à marcher, on apprend tout, n'est-ce pas? Donc, on va créer, on va établir le réseau, les connexions cérébrales qui vont soutenir les différents apprentissages de la vie. Mais au début de cette interview, je parlais de une période euh, idéale pour l'apprentissage du langage. Donc, parmi les spécialistes, ils vont parler de, par exemple, une période critique pour le développement du langage. C'est quoi cette période critique? Ça serait cette période pendant l'enfance dans laquelle, si on n'est pas exposé au langage, on pourra plus apprendre le langage plus tard. Donc, comment cela se fait-il? Donc, imaginez par exemple, vous êtes né avec une prédisposition innée pour apprendre une langue, mais ça doit se faire entre 0 et peut-être, je sais pas, 7 ans. Les spécialistes ne sont pas forcément d'accord sur la fin de cette période, hein.
Pour certains, c'est l'âge de 7 ans, pour d'autres, c'est plutôt l'entrée en puberté, pour d'autres, c'est peut-être un peu moins, un peu plus tard. On ne sait pas quelle est exactement la fin de la période critique. Mais tout ce qu'on sait, c'est que plus on s'éloigne de l'enfance, plus ça devient dur. Et donc, il y a par exemple des recherches qui ont été faites avec des migrants qui sont arrivés au Canada, des migrants italiens qui arrivent au Canada et on va donc évaluer la qualité de leur accent. D'accord? Et donc, on peut juger, demander aux gens d'écouter une phrase qui est prononcée par ces personnes-là et donner une note de, je sais pas, 0 à 10 pour ça sonne comme en natif ou ça sonne comme en étranger. Et ce qu'on montre, c'est que plus ils arrivent tôt, donc plus ils ont une note qui est similaire à celle des vrais natifs du Canada. Et plus ils arrivent tardivement, plus la note va descendre. D'accord? Donc elle va être de plus en plus mauvaise. Donc on sait qu'il y a une corrélation entre la qualité de l'apprentissage et l'âge. Donc plus tard, ça devient plus difficile d'apprendre une langue étrangère. On a aussi, par exemple, des recherches qui ont été faites avec les enfants dits sauvages, donc ont été privés complètement d'interaction sociale pendant les premières années de vie, et à qui, plus tard, on a essayé de leur apprendre le langage. Donc, par exemple, il y a un cas que vous pouvez trouver facilement sur YouTube d'une enfant qui s'appelait Jenny, et pour des raisons religieuses aux États-Unis, cet enfant a été enfermé au sous-sol de sa maison parce que les parents croyaient que, je sais plus exactement l'histoire, mais c'était quelque chose comme Jenny, c'est l'enfant du diable. Et du coup, ils l'ont complètement enfermé. Ils voulaient que personne la regarde, personne la voie. Ils descendaient tout simplement pour lui donner à manger, mais ils parlaient pas avec elle, etc. Elle a été découverte à l'âge de, je sais plus, entre 9 et 12 ans par la police, par les autorités, et elle avait du mal à marcher, elle parlait pas, elle avait une interaction sociale très difficile, et donc les gens qui l'ont prise en charge ont essayé de lui apprendre l'anglais. Et ils se sont rendus compte que c'était impossible pour elle d'apprendre l'anglais. Elle est morte sans parler vraiment, avec quelques mots pour dire, je sais pas, qu'elle avait faim ou qu'il fallait la laisser tranquille, etc. Mais elle n'arrivait pas forcément à former des phrases, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont dit à l'époque, vous voyez, donc c'est la preuve qu'il y a une période critique pour l'apprentissage du langage. Comme elle n'a pas appris le langage pendant 0 et 7 ans, bah maintenant elle peut plus apprendre le langage. Ces phénomènes de période critique, ils existent aussi chez les animaux. Hein. Donc par exemple, il y a un psychologue connu qui s'appelait Konrad Lorenz, qui avait pu étudier ça avec les bébés oies. Chez les bébés oies, on sait qu'il y a le développement de quelque chose qu'on appelle le phénomène de l'empreinte, c'est-à-dire que en bébé oie, euh, quand il sort de on va dire, du coq, il a tendance à suivre la première chose qui va bouger devant lui. C'est un comportement très important parce que la plupart du temps, c'est la maman qui va bouger devant eux, et c'est très important qu'ils suivent la maman, n'est-ce pas, pour pouvoir aller trouver de la nourriture, pour pouvoir être protégé en cas de danger. Donc, Konrad Lorenz, il a voulu savoir à quel âge, ou en tout cas à quel moment cette capacité ces phénomènes de l'empreinte pouvaient se développer. Et donc, il a commencé à faire des tests. Si je bouge au bout d'une heure de la sortie voilà, est-ce que le bébé se met à me suivre ou pas? Si je bouge au bout de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures. Et ce qu'il a compris, c'est que s'il bougeait entre 0 et 8 heures, rien ne s'est passé. S'il bougeait entre 16 heures et 24 heures, quasiment tous les bébés entre 12 heures et 16 heures, pardon. Tous les bébés oies le suivaient. Et plus tard, donc après 24 heures, plus aucun bébé ne le suivait. Donc il a réussi à montrer qu'il y avait une période critique pour le développement de cette capacité-là. Ça se passait entre 12 et 16, mais pas plus tard ni plus tôt. Donc ici pour le langage, on avait quelque chose comme ça. Étudier ça avec des enfants sauvages, c'est quand même très compliqué parce que il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer pourquoi cette fille Jenny n'a pas pu apprendre le langage. Peut-être qu'elle était complètement traumatisée, peut-être qu'elle avait des difficultés socio-émotionnelles, peut-être que d'autres choses ont pu impacter ça.
Et donc récemment, il y a des chercheurs, par exemple, qui se sont intéressés à une autre communauté qui est en bonne santé, qui a toutes les interactions sociales comme a priori n'importe qui, mais qui serait quand même privée de langage. C'est qui? Ben, c'est par exemple les personnes qui sont nées sourdes dans des familles qui ne parlent pas la langue des signes. Vous voyez, c'est un cas compliqué parce que les parents ne parlent pas la langue des signes, donc ils peuvent pas forcément donner du langage à ses enfants. Il a une langue, une espèce de langue des signes fait maison, mais qui n'est pas vraiment une langue. Il n'y a pas des règles, il n'y a pas des phrases qui sont formées. Et ils arrivent quand même à communiquer le plus basique, mais ces enfants n'ont pas vraiment d'interaction langagère. À part s'ils allaient dès la naissance interagir avec des personnes qui parlent la langue des signes comme des natifs, autrement ils peuvent pas vraiment développer cette capacité-là. Donc, du coup, les chercheurs se sont intéressés à cette population-là et une population aussi des enfants, par exemple, qui sont devenus sourds, mais qui ont entendu un peu de langage avant de devenir sourds. D'accord? Donc, peut-être à cause d'un accident, peut-être à cause d'une pathologie ou autre. Et ce qui s'est passé, c'est que plus tard, à partir de l'âge de 12 ans, tous ces enfants, qu'on soit nés sourds ou qu'on soit devenus sourds, ils doivent aller dans un centre, une association pour apprendre la langue des signes. Et la question qu'ils vont se poser est toute simple, c'est est-ce que tous les deux groupes apprennent la langue des signes aussi facilement l'un que l'autre, ou bien est-ce que le groupe qui a complètement été privé de langage dès la naissance aura du mal à apprendre la langue des signes? Et c'est ça qui se passe. Donc, le groupe qui n'a pas eu d'interaction langagère aucune pendant les premières années de vie, entre 0 et 9 ans, a beaucoup plus de mal à apprendre la langue des signes à l'âge de 12 ans que le groupe qui a quand même eu un peu d'interaction de langage oral avant de devenir sourd et qui est devenu sourd plus tard. Donc, eux, ils apprennent la langue des signes. Donc ce serait beaucoup plus difficile d'apprendre une langue étrangère à l'âge adulte que pendant l'enfance. Ça serait pas impossible. C'est pas impossible, la preuve devant vous. J'ai aussi quand même. Mais c'est bien évidemment, ça demande beaucoup plus d'efforts que pour un enfant qui serait exposé dès le plus jeune âge à une langue étrangère. Oui, et on peut tout à fait devenir bilingue à l'âge adulte. Oui. Éventuellement, on a parlé d'accent tout à l'heure. C'est ça, mais on va avoir un accent et on va faire des erreurs. Après, bien évidemment, si on a la possibilité de déménager dans un pays étranger et vivre là-bas pendant des années, bien évidemment, on peut arriver à une performance quand même très élevée par rapport à des gens qui vont apprendre, ils vont rester dans leur pays, hein. Donc, mais on sait que c'est jamais comme un natif. Donc, par exemple, une personne bilingue qui n'a pas appris la langue étrangère pendant l'enfance, quand elle est en situation de stress ou quand elle a mal dormi ou quand elle est voilà, quand il y a d'autres choses qui peuvent impacter son autocontrôle, on voit tout de suite apparaître l'accent, on voit des fois elle perd ses mots, elle a donc ça c'est voilà, c'est classique des personnes qui n'ont pas appris la langue pendant l'enfance parce que le mécanisme n'est pas le même. Et bien justement, en parlant de mécanismes d'apprentissage et de bilinguisme, est-ce qu'il y a des différences en termes d'apprentissage du langage oral chez les enfants qui sont immergés dans des milieux bilingues par rapport à des enfants qui sont plutôt dans des milieux monolingues? Alors, il y a des différences. Donc, s'ils apprennent les deux langues pendant cette période fantastique de plasticité neuronale qu'on disait, donc la période critique d'apprentissage du langage, ça sera un apprentissage très robuste et très efficace. D'accord? Par contre, comme ils ont deux langues à apprendre ou plus, ils auront plus de boulot aussi. Et donc, il faudrait faire la part des choses. Donc, par exemple, souvent, j'entendais des gens qui disaient oh là là, je sais pas, j'ai un enfant dans une école française, il est bilingue, les parents ne parlent pas français à la maison, et donc il connaît pas la même quantité de mots en français qu'un enfant monolingue. C'est catastrophique, mon Dieu, c'est problématique. Non, parce que ça dépend. Est-ce que vous avez compté aussi combien de mots il connaît dans l'autre langue? Parce que souvent, ce qu'on va observer, c'est que, par exemple, oui, certes, si je teste, je sais pas, le vocabulaire d'un enfant de 3 ans qui a des papas et des mamans qui parlent uniquement le français à la maison, cet enfant connaît, je sais pas, une centaine de mots. Ok. Je prends un enfant bilingue, je le teste en français et je dis, ah, il connaît que 50.
Mais peut-être que si je compte aussi l'autre langue, je vais me rendre compte qu'il connaît aussi 50 autres mots dans cette deuxième langue. Et à ces moments-là, il est au même niveau cognitif, on va dire, que l'enfant monolingue. Il connaît aussi une centaine de mots. La seule chose, c'est qu'il a 50 dans une langue et 50 dans l'autre. Donc tout va bien. C'est exactement la même quantité de mots qui est attendue pour un enfant de son âge. Après, il a 2 langues à apprendre, donc il peut y aller plus lentement. Mais si c'est plus lentement au début, pour réussir à avoir 2 langues quelques années plus tard, je vois pas où est le problème. Je pense que c'est plutôt un avantage. Donc, mais pour répondre plus précisément à votre question, il a le mécanisme d'apprentissage, c'est à peu près similaire dans le sens où ils ont besoin d'être simulés au langage, avoir des interactions dans cette langue-là, et ils sont doués pour apprendre des langues, une ou plusieurs. D'accord? Après, s'ils apprennent comme une langue étrangère, donc c'est-à-dire pas pendant cette période de l'enfance, mais plus tard, c'est un mécanisme différent. Ça sera un mécanisme qui va jouer beaucoup plus sur la traduction des mots plutôt qu'en apprentissage implicite. Donc, on parle de apprentissage implicite et apprentissage explicite. Vous voyez, donc être immergé dans le banc langagier et réussir à comprendre les règles de façon implicite comme ça, c'est quelque chose que les enfants font très facilement, très aisément, et beaucoup mieux que nous. Par contre, les adultes, on panique à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort. Donc, par exemple, si je connais pas les règles pour organiser les mots dans mes phrases dans la langue étrangère, si je connais pas la traduction des mots que je vais utiliser, je commence à paniquer. Un enfant n'a pas peur de faire des erreurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont beaucoup plus loin que nous dans les apprentissages. Vous voyez, donc, un adulte qui s'est mis à apprendre une langue étrangère aujourd'hui, peut-être qu'au bout d'une journée en étudiant cette langue, s'il ouvre le dictionnaire, s'il arrive à mémoriser les mots et la traduction, il arrive à apprendre une cinquantaine de mots. Un enfant, jamais de la vie, il fera ça. Mais par contre, il va comprendre la petite règle et peut-être que la première journée, il a appris 3 mots. Mais il va aller beaucoup plus loin avec ces 3 parce qu'il va apprendre 3, 4, 6 et puis après, il aura 300 mots, tandis que l'adulte qui a appris par traduction, même au bout de 2 ou 3 ans, il a encore moins de mots qu'un enfant qui aurait appris pendant les premières années de vie. Est-ce que le bilinguisme, ça aurait un impact sur aussi d'autres fonctions cognitives? Alors, donc question très intéressante, mais aussi très débattue. Il y a des personnes, des chercheurs même, qui croient vivement que une personne qui parle plusieurs langues est en permanence en train de faire une espèce d'exercice mental avec son cerveau. Donc, c'est-à-dire, si je pense dans une langue, je dois passer dans une autre langue, ou que 2 fois je dois activer des mots d'une langue et passer à l'autre, je suis en permanence en train de faire un changement de stratégie dans mon cerveau, n'est-ce pas? Je suis aussi très fort à auto-réguler, donc c'est-à-dire à inhiber une information. C'est-à-dire, imaginons, j'ai pensé en portugais et je dois parler en français. Donc, j'active les mots en portugais. Je dis, ouh, je suis en train de parler portugais, laissez-moi tranquille. Non, je suis en train de parler français. Donc, je vais passer à l'autre langue. Du coup, ça fait une capacité de autorégulation qui serait peut-être plus développée parce que je suis en permanence en train de faire ça par rapport à quelqu'un qui parle et qui connaît une seule langue. Et donc, il y a des gens qui vont dire, les bilingues sont plus forts, par exemple, à inhiber une information qui est non pertinente pour la tâche qu'ils sont en train d'accomplir. Ils seront aussi plus rapidement à l'aise pour changer de stratégie de réponse parce qu'ils font ça en permanence quand ils changent d'une langue à l'autre. Donc, est-ce que le fait d'être bilingue nous permet de développer plus de capacités de fonctions cognitives ou par exemple de fonctions exécutives que le fait d'être monolingue? Donc, certains croient que oui, d'autres croient que non. Je pense que le défi que nous avons, c'est que pendant longtemps, les gens croyaient à ça, et dès qu'on avait une étude qui arrivait à aller dans ces sens-là, on arrivait à publier cette étude. Tandis que si on avait peut-être des effets contradictoires, ou si on ne trouvait pas d'effets du tout, on avait plus de mal à publier notre article parce que c'était pas très sexy, comme si on montrait que les bilingues avaient plus de capacité que les monolingues. Et du coup,
des chercheurs qui ont pris ça plus au sérieux et qui ont essayé de répliquer ces études de avantages du bilinguisme avec des échelles plus diverses et variées, n'ont pas trouvé d'effet. Et donc, quand on ne trouve pas d'effet en science, il faut savoir que on remet en cause tout, parce que le principe même de base de la science, c'est que n'importe quel effet doit être reproductible. C'est-à-dire que si je publie un article en montrant qu'un effet existe, n'importe qui d'autre qui refait la même expérience n'importe où dans le monde devrait être capable de trouver les mêmes effets que j'ai trouvés. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que mon effet n'était pas vrai, n'est-ce pas? Je suis tombé sur un faux positif. Donc, les chercheurs qui ont essayé de faire ça à une plus grande échelle n'ont pas trouvé cet effet de l'avantage du bilinguisme. Et donc, du coup, on est resté un peu dans cette idée de, oui, il y a des gens qui croient à ça, mais ça se réplique pas, donc c'est peut-être pas un vrai effet. Est-ce qu'il y a des avantages d'être bilingue ou pas? Peut-être pas. Mais il y a maintenant des études encore plus récentes qui vont commencer à dire, oui, mais attention, on peut trouver des effets, mais ça dépend du type de bilinguisme. Parce que c'est pas pareil que d'être bilingue à Paris, par exemple, ou être bilingue, je sais pas, au Canada. Parce qu'en bilingue à Paris, est-ce qu'il est dans son quotidien toujours exposé à une langue ou deux, par rapport à quelqu'un qui est au Canada, où il y a, je sais pas, des panneaux dans la rue, ils sont en anglais et en français, c'est pas vraiment la même chose qu'on voit à Paris. Il y a des gens qui vont dire c'est pas la même chose que d'être bilingue parce que vous êtes né dans une maison où papa parlait une langue et maman parlait une autre langue, ou alors être dans une situation où vous quittez votre pays et vous partez dans un pays étranger pour apprendre cette langue. Mais là, du coup, cette personne qui part dans un pays étranger, elle développe aussi plus de capacités de résilience, plus de capacités d'inhibition dans la société. Donc, du coup, comment trouver des échantillons qui sont vraiment représentatifs de qu'est-ce que c'est que d'être bilingue? Et je pense que là, c'est aussi une question très débattue parce qu'il y a des profils complètement divers et variés et on n'a pas tous accès à la même population de bilingues dans le monde. Donc, il y a beaucoup plus de travaux à faire. Oui, et je pense Étudier qu'on cette pourrait faire tout question. un épisode de podcast sur cette question du bilinguisme. Alors justement, on arrive à la fin de ce premier épisode, de ce premier podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des travaux que tu mènes actuellement au laboratoire, de tes questions de recherche Alors, par où commencer? Parce que nous avons beaucoup de projets en cours. Donc, nous avons un projet dont je suis particulièrement attaché. C'est le projet qui s'appelle Tikoala. C'est un projet où on essaye de développer un petit outil, comme un petit jeu sur tablette qui dure 15 minutes, mais qui permet d'avoir une idée des connaissances langagières des jeunes enfants entre 3 ans et 6-7 ans. Pourquoi on a développé ça? Parce qu'on voulait pouvoir identifier les enfants qui ont éventuellement des difficultés de langage le plus tôt possible pour pouvoir les aider, donc identifier qui ils sont, qui aurait éventuellement une petite difficulté avec le langage, pour pouvoir les aider à rattraper cela avant d'arriver à l'école et devoir apprendre à lire. Donc, c'est un projet très long parce qu'il faut tester beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants partout en France pour essayer d'avoir un échantillon représentatif de la population. Donc, dans ces petits tests, on va mesurer les capacités de vocabulaire, les capacités de grammaire de l'enfant et aussi ses capacités à apprendre des mots nouveaux. Parce que vous savez, je sais pas, je peux faire une batterie de tests avec un enfant, tester est-ce qu'il connaît le mot table, est-ce qu'il connaît le mot chaise, est-ce qu'il connaît chien, chat, etc. OK? Et je vais trouver les enfants qui connaissent beaucoup de mots du français et des enfants qui connaissent pas beaucoup de mots du français. Mais je fais quoi de ça? Peut-être qu'un enfant qui connaît peu de mots, c'est parce qu'il n'a pas été stimulé suffisamment à la maison, peut-être, ou à l'école ou autre. Mais dès que je lui donne une phrase, il est capable d'apprendre le mot. Donc, si je dis, oh, regarde, ça, c'est un chat, mon chéri, tu vois, et ben, là, il apprend. Cet enfant-là, tout va bien, parce que je sais que plus je le stimule, plus il va apprendre, donc il va réussir à rattraper ses difficultés. Par contre, si je lui donne une phrase avec un mot qu'il connaît pas, il n'arrive pas à apprendre le sens de ce mot, là, j'ai peut-être plus de boulot. Peut-être que cet enfant-là doit aller faire un bilan plus approfondi avec une spécialiste, donc par exemple avec une orthophoniste. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait distinguer les deux cas
Et on a créé une partie de cet outil basée sur l'apprentissage de mots nouveaux. Donc, ça, c'est une partie des projets. Nous avons des projets sur le rôle des intonations dans la capacité à lire des enfants. Donc, par exemple, quand on demande aux enfants de lire à voix haute, vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui lisent de façon très monotone. Donc, je sais pas, le petit garçon a mangé une pomme. Et d'autres qui vont dire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui avait mangé une pomme. Et on dit, oh là là, comment se fait-il que s'ils connaissent tous les mêmes mots, qu'ils ont les mêmes vocabulaires, ils sont à peu près du même âge, etc., j'ai un enfant qui est beaucoup plus à l'aise avec les intonations et un autre qui est moins à l'aise avec les intonations. Est-ce qu'on peut leur apprendre à avoir cette aisance-là? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des connaissances de base du langage avant même qu'ils aient appris à lire qui va impacter cette capacité-là? Donc, on est en train d'essayer de découvrir ça avec l'idée de pouvoir les aider à mieux réussir à lire et à mieux comprendre les textes qu'ils disent. On a plein d'études aussi sur l'apprentissage des mots nouveaux ou l'apprentissage des connecteurs logiques. Par exemple, mais, alors, comment, pourquoi, des choses comme ça, qui peuvent poser certaines difficultés pour les enfants. Nous avons aussi des études sur les mécanismes qu'ils utilisent pour apprendre la grammaire de leur langue, n'est-ce pas? Donc, comment, à quel âge, de quelle façon, quoi d'autre? Nous avons aussi des études pour essayer de mieux comprendre le lien entre la capacité à comprendre les ambiguïtés du langage et plus tard l'aisance dans la lecture. Donc, par exemple, est-ce qu'un enfant qui comprend plus rapidement et plus facilement que, je sais pas, avocat en français peut parler soit dans fruits, soit dans métier, est-ce que cet enfant-là, il réussit mieux à lire qu'un enfant qui connaît pas ces ambiguïtés-là? Il y a des recherches qui montrent que oui, mais on ne sait pas trop pourquoi. Dans une idée très simple, on pourrait dire, ah, cet enfant qui connaît les deux sens du mot connaît tout simplement plus de mots. Donc c'est pour ça qu'il réussit mieux à lire. Ouais, ça serait trop facile si c'était que ça. Et il y a d'autres qui vont dire, non, le fait de être capable d'activer en premier sens pour un mot et ensuite changer de stratégie et aller chercher le deuxième sens et faire des allers-retours entre les deux et tester lequel est le plus adapté pour le contexte, c'est en réalité une capacité de fonction exécutive. Donc c'est une capacité à se auto-réguler, à changer d'interprétation, et du coup c'est ça qui fait qu'ils lisent mieux. On a besoin de cette réponse. Pourquoi? Parce que si je connais quel est le facteur le plus important, je peux savoir quel est le facteur qu'il faut que j'entraîne. Donc, est-ce que je dois aller aider les enfants à développer plus de capacités de flexibilité mentale, de fonction exécutive, de inhibition, de régulation, d'autocontrôle? Ou bien est-ce que je dois aller faire des cours de langage pour leur apprendre plus en plus de mots pour les aider à mieux réussir? Ou bien est-ce qu'il faut que je fasse les deux? Parce que peut-être en enseignant plus de mots, je suis aussi en train de développer des capacités de fonction exécutive aussi. Donc, on a de recherches aussi dans cette direction. Et plus encore que Et je vais oui, en douter, tu mais travailles sur beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Et justement, est-ce qu'il y aurait un moyen pour nos auditeurs de pouvoir se tenir un petit peu informés de tes travaux, de tes découvertes? Est-ce qu'il y a un endroit où tu partages un petit peu oui. Donc, bon, malheureusement, mon site internet n'est pas très à jour en ce moment, mais ça va venir. Mais en tout cas, vous pouvez suivre la page du LabCD, du laboratoire, dans la section membres du LabCD ou titulaire, etc. Vous allez tomber sur ma page personnelle. Là-dedans, je mets régulièrement les nouveaux articles que je publie. Dans le 21 du LabCD, on fait aussi un peu de la vulgarisation scientifique, donc on raconte aussi un peu. Quand vous participez à nos recherches avec vos enfants, on vous envoie obligatoirement à la fin de l'étude un petit compte-rendu qui vous explique un peu ce qu'on a pu trouver grâce à la participation de vos enfants et tous les autres enfants qui ont participé à cette étude. C'est la même chose qu'on fait quand on teste aussi des enfants à l'école, quand les parents acceptent qu'ils participent. On fait aussi des petits comptes rendus pour expliquer aux parents ce qu'on a trouvé sur les résultats. Donc, mais je dirais que pour rester à jour sur les dernières découvertes, il faut surtout regarder la page, le site web de l'APCD.
D'accord, et bien voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast du 21 du Lapsidé. Merci beaucoup Alex de Carvalho d'être venu aujourd'hui avec nous pour pouvoir partager ton expertise sur le développement du langage chez l'enfant. Merci beaucoup à tous nos auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube pour pouvoir rester connecté et rester informé des dernières découvertes en psychologie. Et on vous souhaite également à tous et à toutes une très bonne année 2024 aux côtés du 21 du Lapsidé. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.